cette fois par les terroristes? Eh bien, parce que c'est le ventre mou de l'Europe. Vous savez, la Belgique restait plus d'un an sans gouvernement, sans Premier ministre. Et vous avez un pays qui est divisé entre ceux qui parlent flamand et ceux qui parlent français et qui ne se parlent pas entre eux. Donc c'est un pays très fragile sur le plan constitutionnel et même sur le plan physique. C'est un pays divisé qui est... souvent on parle même de séparation entre, comme c'est passé entre la Tchécoslovaquie, entre la Tchéquie et la Slovaquie. Donc vous avez une grande population d'origine marocaine dans le quartier de Molenbeek. Vous avez une autre à Anvers, à Antwerp, une grande population également d'origine marocaine et turque qui ont été, comment dirais-je, radicalisés par les prédicateurs, principalement venus d'Arabie Saoudite et du Qatar. Donc cette jeunesse qui est en perdition, qui n'a pas vraiment de lien, qui est une certaine aliénation culturelle, ont été pris en charge par des prédicateurs qui ont, avec l'argent saoudien et qatari, qui ont construit des mosquées à droite et à gauche, et on a, soi-disant, rééduqué ces gens, mais rééduqué dans la voie du wahhabisme. Ce qui fait que les autorités belges n'existent pas en tant que telles. Vous avez une police francophone et une police flamophone, et la ville de Bruxelles est divisée entre ces deux communautés. Vous n'avez pas vraiment de relation entre les deux polices. C'est là que c'est vraiment le ventre mou de l'Europe. Bien que c'est la capitale de l'Europe, si vous voulez, sur le plan de la Fédération européenne, mais sur le plan local, les deux polices, qu'elles soient flamandes ou francophones, sont très faibles par rapport, parce qu'il n'y a pas de coopération entre elles. Oui. Dr Saïd, face à ces attentats qui ont profondément secoué les Européens, est-ce que vous pensez que l'Europe va refaire ses calculs quant aux mesures de sécurité, surtout en Belgique? En Belgique, certainement, parce qu'en Belgique, ils ont été en dessous de tout. D'autant plus que les Turcs disent qu'ils avaient déjà ils avaient remis aux autorités belges deux des futurs kamikazes, et que les Belges les avaient relâchés par la suite. Donc ça démontre quand même un manque de rigueur du côté belge. Mais du côté français et du côté allemand, je pense que les polices sont tout à fait averties. Elles sont depuis quelque temps sur le qui-vive. Il y a un plan Vigipirate en France qui est très efficace. Pour l'instant, ils ont arrêté plusieurs personnes récemment, mais je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la partie faible, c'est la Belgique, mais pour des raisons structurelles propres à la Belgique. Oui. D'accord, merci infiniment pour ces clarifications. Dr Saïd Zulfouqa, vous êtes analyste politique, merci. Je pense que Dr Saïd également vous partage la même opinion. Oui, c'est une question vraiment de structure en Belgique. Il est très difficile de les détecter. Oui. C'est pourquoi le danger est très grand. Oui. On ne peut pas prévoir quand et où une situation explose comme ça. Est-ce que, à votre avis, le troisième suspect, il s'est échappé vers où exactement? Difficile à dire. Mais vous savez, les frontières étaient toujours ouvertes. Et jusqu'à maintenant, on peut se ranger. Et il n'y a pas une coordination étroite entre les services belges et allemands et français comme il faut, ce qui ne facilite pas les choses. Mais en même temps... ils vont certainement revoir. Oui, mais c'est une personne. Oui. Mais je suis sûr, il y a plusieurs cellules c'est pourquoi, si l'on le trouve un bon jour, c'est un succès, mais ça ne veut pas dire que l'on peut en finir. Oui. Le danger existe, peut-être augmente même. Augmente, oui. Parce que il y a la population belge, en Allemagne aussi, en France bien sûr, et d'autre part, a peur, plus qu'avant. Bien sûr. D'accord, de toute façon, on va voir les résultats des investigations belges concernant ce troisième suspect. On va certainement suivre. Et donc, on va de suite entamer notre sujet principal, la question des Kurdes, cet acteur incontournable dans l'équation syrienne.
On va parler avec notre invité, les Kurdes depuis la Première Guerre mondiale jusqu'aux Kurdes aujourd'hui qui combattent Daesh depuis 2014, qui sont toujours sur la scène. Je vous invite à suivre ce commentaire qui a une très grande relation avec cette question des Kurdes, qui parle de la visite d'Erdogan, comme je l'ai cité au début de l'émission, aux États-Unis, qui va être froidement accueilli à la Maison-Blanche, puisqu'il a... Apparemment, les Turcs ont fait beaucoup d'efforts pour que Erdogan puisse rencontrer Barack Obama, mais la rencontre n'aura pas lieu, mais plutôt entre les ministres des Affaires étrangères turcs et américains. Je vous laisse sur la relation de la Turquie avec les États-Unis dans ce commentaire, et de suite on revient avec M. Winfour et avoir en ligne également avec nous notre analyste politique. La Turquie a beau être l'un des principaux alliés des États-Unis au Proche-Orient, les deux pays ont bien du mal en ce moment à accorder leur violon. En témoigne la froideur de l'accueil réservé par Barack Obama au président turc à l'occasion de sa venue aux États-Unis. Selon le Wall Street, l'entourage de Recep Tayyip Erdogan a pourtant tout fait pour obtenir un entretien bilatéral entre le président turc et le locataire de la Maison-Blanche. Peine perdue, le seul rendez-vous inscrit au programme de l'administration américaine en marge de ce sommet sur la sécurité nucléaire sera entre John Kerry, le chef de la diplomatie américaine, et son homologue turc. Barack Obama et Recep Tayyip Erdogan s'entendaient très bien au début du mandat du président américain, et puis la relation a commencé à se dégrader sérieusement dans le courant de l'année 2013. La Maison-Blanche a été assez critique de la répression exercée contre les grandes manifestations du parti Gezi au printemps 2013. Il y a eu ensuite la brouille entre le président turc et l'imam, cet ancien allié d'Erdogan, devenu son pire ennemi. Le refus des États-Unis d'extrader l'imam vers la Turquie, malgré les demandes incessantes d'Ankara, n'a cessé depuis ce jour d'empoisonner les relations entre les deux pays. Autre motif de crispation, de nombreux reproches formulés par Washington à l'encontre d'Ankara dans le domaine des droits de l'homme. À ces difficultés liées à la politique intérieure de la Turquie sont venues s'ajouter avec l'émergence de Daesh des divergences stratégiques profondes sur la conduite à tenir en série. Washington a d'abord reproché à son allié turc son absence de réaction face à la montée en puissance de l'organisation terroriste. Les attentats meurtriers qui ont ensanglanté la Turquie à l'été 2015 ont finalement permis d'aplanir ce différend, Ankara ayant décidé de traquer sur son territoire les cellules formées par Daesh. D'accord. Voilà. Donc, je parlais avec M. Winfour des Kurdes. En fait, M. Winfour me parlait d'une histoire très intéressante. Comment il avait rencontré Talabani, Jalal Talabani, au bureau de Bachar el-Assad, du président syrien. En fait, pas Bachar, le père. Hafez el-Assad, dans son bureau. Vous pouvez donc nous raconter brièvement cette petite histoire? Je vous dis, j'avais un rendez-vous avec le président syrien et je devais attendre une heure comme ça dans son bureau. C'était au centre de Damas, à Malki, le secteur de Malki, par le nom de l'ambassade allemande. Et je faisais la connaissance d'un certain monsieur Jalal Talabani. Il était ces jours-là déjà un politicien kurde, président d'un parti kurde très fort et apparemment très proche aux idées du parti Bars Arab. Ça explique pourquoi les relations entre le gouvernement, ou les gouvernements à Damas et les Kurdes étaient assez bonnes. M. Talabani n'est pas un Kurde d'origine syrienne, non. Le Kurdistan du nord de l'Irak. Alors, il est très clair que même les relations entre les Kurdes de l'Irak et Saddam Hussein est très bonne. Pas toujours, il y avait des querelles, il y avait des... Mais en même temps, je crois, en ce qui concerne les Kurdes de la Syrie, ils est plus ou moins arrivé à une façon de convivre, de coexister et même de coopérer
avec le parti basse. D'accord. Laïque, il n'y a pas de parti kurde islamique religieuse. Est-ce qu'aujourd'hui... Ça facilite les choses pour eux. Oui, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les Kurdes, ils s'imposent de plus en plus sur le plan régional ou pas? Aujourd'hui, les Kurdes, ils sont en combat contre le groupe terroriste de Daesh depuis 2014 même, au nord de l'Irak. Oui. Aujourd'hui, ils sont soutenus financièrement et militairement pour contrer le groupe de Daesh également. Est-ce que vous pensez qu'au milieu de tout ça, alors qu'il y avait les négociations de Genève, les Kurdes se sont tous regroupés pour une réunion et lancé l'initiative pour une entité fédérale indépendante? L'Europe, la Russie et maintenant même Washington acceptent l'idée d'une participation, même en direct, des Kurdes à Genève. C'est clair. Et en même temps, ce n'est pas un secret, je vous le dis, l'Allemagne a envoyé un assez grand nombre d'experts militaires en Kurdistan pour traîner les forces armées kurdes. C'est pas de secret. Notre TV. Pour vous le montrer, en même temps, beaucoup d'armes allemandes sont arrivées maintenant aux mains des Kurdes. C'est une politique. Parce qu'ils, comment dire... Oui, mais les États-Unis et la Russie n'annoncent pas ouvertement qu'ils soutiennent non, la Russie ouvertement. Les États-Unis, non. Oui, mais ils comprennent. Il y a beaucoup de... Pour maintenir les relations avec leurs alliés régionaux, les États-Unis n'annoncent pas ouvertement qu'ils soutiennent les Kurdes. Le Kurdistan d'Irak, au nord d'Irak, c'est devenu un État. Qui a fait cet État de facto en État? Ils ont des aéroports internationaux. Vous pouvez prendre un avion du Caire, de Londres, de Berlin, de Paris à Soleimania ou à Erbil, c'est la capitale, et ils vous donnent des visas d'entrée, pas pour toute l'Irak, mais pour la région. Oui. C'était avec le soutien des États-Unis, c'était bien sûr. C'est bien connu. Je crois que les Kurdes, dans le futur, vont jouer un rôle plus important maintenant. Mais en même temps, je crois, pas nécessairement contre leurs confrères arabes, mais je crois, un bon jour, on veut accepter qu'ils ont une certaine autonomie, qu'ils peuvent utiliser leur propre langue. Un quart de la population turque sont en Turquie sont des Kurdes. Ils ont une langue, leur langue en dialecte farsi, de la Perse. Mais je crois que dans le monde, il y a plus ou moins 40 millions de Kurdes. La grande majorité écrasante vivent en Turquie. Et en Iran, bien sûr, il y avait un État. La République de Mahabat, c'était un des... après la guerre mondiale. Mais en même temps, en Irak, vous avez plus ou moins, disons, un cinquième de la population, c'est quelque chose. Et en Syrie, je crois, il n'y a pas de census, mais plus ou moins 2 millions. Je veux dire, si on leur donne une certaine liberté d'utiliser leur langue, leurs écoles, comme le fait le Maroc. En Maroc, les Berbères en Maroc, ou les Amaziques, ont leur propre école, même une université, même chose. Alors il n'y a plus de problème. Est-ce que les pays concernés où vivent les Kurdes, comme l'Irak, comme la Turquie, comme l'Iran, comme la Syrie, pourquoi ne font-ils toujours